Élisabeth est une princesse qui vient d'être interpellée dans une salle de banquet par son fiancé, le prince Freyr. Celui-ci annonce qu'ils rompt leurs fiançailles, car il est persuadé qu'Élisabeth a poussé sa bien-aimée, Sylvie, dans les escaliers. Autrement dit, il souhaite prendre le parti de Sylvie. Élisabeth ne comprend absolument pas de quoi il parle, puisqu'elle n'a jamais commis un tel acte. Mais Freyr est bien trop égocentrique pour prêter la moindre attention à ses explications. En plus de rompre leurs fiançailles, il la condamne également à être enfermée dans les cachots. À ce stade, Élisabeth était fiancée à Freyr depuis de nombreuses années. Elle s'était entièrement investie dans leur relation et faisait tout son possible pour s'améliorer afin de pouvoir le soutenir. Elle avait même fini par assumer de nombreuses tâches qui auraient dû incomber au prince, sans jamais remettre cela en question. Sa femme de chambre ne cessait de lui rappeler de ne pas veiller trop tard, car cela nuisait à sa santé. Mais Élisabeth répondait qu'il ne lui restait qu'un dernier rapport à terminer, puisque le prince était trop occupé par une réunion pour le rédiger lui-même. Pourtant, cette prétendue réunion ressemblait bien davantage à une fête qu'à une véritable obligation. En réalité, le prince avait simplement confié tout son travail à Élisabeth afin de pouvoir aller s'amuser. À cette époque, Élisabeth essayait encore de se convaincre que tout cela était parfaitement normal. Elle disait à sa femme de chambre que cette situation ne la dérangeait pas, car elle accomplissait son travail bien plus rapidement lorsque le prince n'était pas présent. De plus, elle ne faisait pas tout cela uniquement pour Freyr, mais surtout pour le bien des sujets du royaume, car elle ne voulait pas qu'ils souffrent à cause d'affaires laissées sans surveillance. En plus de gérer toutes les affaires politiques du prince à sa place, Élisabeth dirige également une entreprise appelée Funnel Corporation, qui connaît d'ailleurs un grand succès ces derniers temps. Élisabeth prévoit donc de développer davantage l'entreprise afin de pouvoir recruter encore plus d'employés. À l'origine, Élisabeth avait créé cette entreprise afin de rendre à la communauté ce qu'elle lui avait apporté et de financer diverses œuvres de bienfaisance destinées à aider les plus démunis. Grâce à toutes ces bonnes actions, Élisabeth est devenue extrêmement populaire auprès des habitants de la ville, qui disent tous qu'ils aimeraient pouvoir la remercier personnellement pour toute l'aide qu'elle leur apporte. Cependant, Élisabeth a toujours été trop timide pour accepter des compliments en face à face. C'est pourquoi elle n'a jamais révélé qu'elle était la fondatrice de Funnel Corporation. Par conséquent, personne ne la reconnaît lorsqu'elle se promène en ville. Mais cette situation lui convient parfaitement, car son seul objectif est de rendre les gens heureux. Elle se soucie peu de recevoir des éloges ou d'être reconnue pour ses actions. Le lendemain, alors qu'Élisabeth était de nouveau occupée à traiter une énorme pile de documents, le prince finit enfin par sortir de son lit et entra dans son bureau. Il lui annonce que le groupe Gay Code, celui qui l'avait invité à cette fameuse fête quelques jours plus tôt, demande l'autorisation d'accéder au trésor royal afin de développer ses activités. Il souhaite donc qu'Élisabeth prépare les documents nécessaires à cette approbation. Cependant, Élisabeth lui répond immédiatement qu'elle ne validera jamais une telle demande. Elle s'est renseignée sur la Gay Code Corporation et a découvert que l'entreprise falsifiait régulièrement ses comptes en détournant une partie de ses bénéfices. Si on lui accordait l'accès au trésor royal, elle ne doute pas un seul instant qu'elle ferait exactement la même chose avec les fonds du royaume. Le prince s'agace en entendant cela, car il cherche à impressionner ses nouveaux amis. Si Élisabeth rejette leur demande, cela risque de lui faire perdre toute crédibilité à leurs yeux. Il lui ordonne simplement d'obéir, sous prétexte qu'elle n'est que sa fiancée. Mais Élisabeth refuse de céder. Elle sait que les règles sont de son côté, et approuver une telle requête porterait atteinte à la réputation de toute la famille royale. Il n'y a donc rien que Freyr puisse dire pour la faire changer d'avis. Fou de colère, le prince quitte brusquement la pièce. Une fois qu'il est parti, Élisabeth attire l'attention de Robert, le chevalier de Freyr, et lui demande de bien vouloir garder un œil sur le prince afin qu'il ne soit pas manipulé par des personnes mal intentionnées. Robert comprend parfaitement ce qu'elle veut dire et répond que le prince était probablement simplement trop fatigué par son voyage de retour pour... Élisabeth espère sincèrement que c'est bien le cas, car une idée aussi insensée que d'accorder à un groupe de fonctionnaires corrompus un accès direct au trésor royal pourrait facilement entraîner le déclin du royaume. Et Élisabeth veut empêcher une telle catastrophe à tout prix, car lorsqu'un royaume décline, ce sont toujours les gens ordinaires qui en souffrent le plus. Un peu plus tard, Élisabeth se prépare à sortir. Maintenant qu'elle a enfin terminé son travail de la journée, elle peut profiter d'une pause bien méritée.
Elle demande donc à Michel de faire préparer sa calèche, car elle compte profiter de chaque minute de son temps libre. Mais avant qu'elle ne puisse partir, son père entre soudainement dans son bureau à sa recherche. Il est venu informer Élisabeth qu'une réunion d'urgence a été convoquée au sujet de la récente recrudescence de l'activité des monstres et que le roi devra impérativement y assister. En tant que bras droit du roi, le père d'Élisabeth devra lui aussi prendre part à cette réunion. Élisabeth lui demande quand elle aura lieu, et il lui répond qu'elle est prévue pour la semaine suivante. Cette nouvelle est très préoccupante, car la semaine prochaine devait également avoir lieu la fête anniversaire du royaume. Élisabeth affirme qu'ils vont devoir annuler la célébration, mais son père lui explique que c'est impossible, puisque les invités venant de contrées lointaines sont probablement déjà en route. La fête aura donc lieu comme prévu. Élisabeth ne voit pas comment cela pourrait être possible alors que le roi et le chancelier seront tous deux absents. Son père lui révèle alors que le roi lui a personnellement confié l'organisation complète de la cérémonie. En entendant cela, Élisabeth est totalement stupéfaite et tente d'abord de refuser cette responsabilité. Cependant, son père lui explique que le roi est convaincu que tout se passera parfaitement bien tant qu'elle sera aux commandes. Il ajoute qu'il n'existe personne en qui le roi ait autant confiance qu'en elle. Il lui demande donc d'accepter cette mission. Présentée de cette manière, Élisabeth comprend qu'elle n'a pratiquement pas le choix. Elle est un peu déçue de ne pas pouvoir profiter de son jour de repos. Mais elle n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, car une immense quantité de travail l'attend si elle veut faire de la fête anniversaire du royaume un véritable succès. Alors qu'elle réfléchit à tout ce qu'elle doit organiser, Michel regarde par la fenêtre et aperçoit le prince en train de flirter ouvertement avec Sylvia. Elle est scandalisée de voir à quel point Friard trompe Élisabeth sans la moindre gêne. Cependant, Élisabeth n'y prête pas vraiment attention, car il est assez courant qu'un prince ait plusieurs épouses ou concubines. De plus, elle n'éprouve aucune animosité envers Sylvia. Son seul reproche est que Sylvia n'a été adoptée que récemment par une famille noble et n'a pas encore appris les règles de bienséance nécessaires pour interagir avec la famille royale. Malgré cela, Élisabeth ne pense pas que cela puisse poser le moindre problème. Élisabeth invite ensuite Sylvia à prendre le thé dans sa chambre. Au cours de leur entretien, elle la met poliment en garde. Si elle souhaite entretenir une relation avec le prince, elle doit comprendre que son comportement peut affecter non seulement sa propre réputation, mais aussi celle du prince, et même celle du royaume tout entier. Élisabeth attire ensuite l'attention sur la blessure que Sylvia porte actuellement à la jambe. Si elle en parle, c'est parce qu'elle a appris que Sylvia s'était blessée lors d'une sortie avec un certain noble qui n'était pas le prince. Élisabeth est une femme distinguée. Elle ne compte donc pas accuser ouvertement Sylvia d'entretenir plusieurs relations à la fois. Après tout, le prince agit pratiquement de la même manière avec elle. Leur relation compliquée ne l'intéresse pas vraiment. En revanche, elle se soucie de l'image du royaume. Elle demande donc à Sylvia de cesser de tromper le prince à l'avenir. Sylvia garde la tête baissée et présente ses excuses. Cependant, en quittant la chambre d'Élisabeth, son visage laisse clairement transparaître sa colère d'avoir été démasqué. À cet instant précis, le prince passe justement dans le couloir. Sylvia a alors une idée pour se venger d'Élisabeth et décide de jouer la victime devant lui. Elle se met à pleurer, fait semblant de tomber devant le prince et, lorsqu'il lui demande ce qui s'est passé, elle lui montre la blessure à la cheville en affirmant qu'Élisabeth est responsable de cet acte. C'est ainsi que l'on revient à la scène actuelle. Élisabeth tente d'expliquer qu'elle n'a absolument aucune idée de ce dont le prince parle. Elle ajoute qu'il ne devrait pas provoquer un tel scandale alors que des invités venus de nombreux royaumes assistent aujourd'hui au banquet. Mais le prince n'en a cure et ordonne qu'Élisabeth soit jetée au cachot pour avoir prétendument tenté d'assassiner la femme qu'il aime. Élisabeth ne comprend toujours pas ce qui est en train de se passer et les gardes non plus. Cependant, Robert étant le chevalier personnel du prince, il n'hésite pas un instant à maîtriser Élisabeth. Alors qu'elle est forcée de s'agenouiller au sol, Élisabeth aperçoit le sourire sournois de Sylvia et comprend immédiatement que celle-ci l'a délibérément piégée. Presque tout le monde comprend que cette accusation est totalement absurde. Cependant, comme le roi et le père d'Élisabeth sont absents, le prince détient actuellement la plus haute autorité royale présente au château. Aucun garde ne peut donc se permettre de désobéir à ses ordres. Élisabeth accepte donc, sans opposer de résistance, d'être conduite au cachot pour le moment. Plus tard, la nouvelle finit par parvenir jusqu'au roi,
Et le père d'Élisabeth apprend à son tour ce qui s'est passé au royaume pendant leur absence. Le roi est absolument stupéfait par la stupidité de son fils. Il n'aurait jamais imaginé que celui-ci ferait emprisonner Élisabeth, la femme la plus compétente du royaume, pour une accusation sans fondement. Il souhaite rentrer immédiatement afin de la libérer et de sévèrement réprimander le prince. Mais c'est à ce moment-là que l'on découvre que le père d'Élisabeth ne se soucie pratiquement pas d'elle. Alors qu'il vient tout juste d'apprendre qu'elle a été injustement emprisonnée, la première chose qu'il fait est de convaincre le roi qu'il est inutile de rentrer, car il ne veut pas perdre de temps à cause d'Élisabeth. En d'autres termes, il l'abandonne complètement à son sort et la laisse gérer seule cette situation. Le roi accepte finalement cet avis, pensant que le père d'Élisabeth est la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour sa propre fille. De retour au royaume, un mois s'écoule, tandis qu'Élisabeth demeure enfermée dans les cachots. Au début, elle espérait enfin pouvoir profiter d'un peu de repos après toutes ces années de travail incessant. Mais même après l'avoir fait emprisonner, le prince parvient malgré tout à lui faire accomplir toutes ses tâches administratives depuis sa cellule. Quelque temps plus tard, Michel vient rendre visite à Élisabeth en utilisant un sort de dissimulation magique. Afin que personne ne remarque leur rencontre, Élisabeth utilise un sort d'hypnose pour endormir le garde chargé de la surveiller. Elle demande alors à Michel ce qui se passe, car elle est persuadée que le roi et son père ont désormais été informés de toute cette affaire. Elle s'attendait à ce qu'ils reviennent immédiatement pour rétablir la vérité. Mais Michel lui révèle que son propre père a, au contraire, soutenu la décision de la laisser résoudre cette situation par elle-même. Cette révélation touche profondément Élisabeth, car son père a toujours eu l'habitude de lui laisser les tâches les plus ingrates dont il ne voulait pas s'occuper. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Michel lui annonce également que le prince a commencé à s'en prendre à son entreprise. Il prétend que Funnel Corporation était dirigée par une traîtresse et souhaite désormais remplacer tous les dirigeants choisis par Élisabeth par ses propres favoris, totalement incompétents. Élisabeth comprend immédiatement à quel point la situation est grave. Selon elle, cet idiot va finir par détruire l'entreprise et plonger le royaume dans une situation catastrophique. Mais Michel ne comprend pas pourquoi Élisabeth continue encore à penser avant tout au bien du royaume, alors que celui-ci ne l'a toujours considéré que comme un simple outil pratique, même après tout ce qu'elle a subi. Élisabeth reconnaît qu'il est révoltant de penser à ce que le prince et Sylvia lui ont fait, ainsi qu'au fait que son propre père ait refusé de venir à son secours. Malgré tout, elle affirme que les habitants du royaume n'y sont pour rien et qu'elle ne veut donc pas les faire souffrir. Cependant, Michel a encore une dernière nouvelle à lui annoncer. Elle informe Élisabeth que le prince et son entourage répandent de fausses rumeurs, l'accusant d'avoir tenté d'assassiner Sylvia afin de s'emparer du royaume. Bien qu'aucune preuve n'ait jamais été présentée, la population a commencé à croire ces accusations et à salir la réputation d'Élisabeth, malgré tout le bien qu'elle avait accompli pour eux. Cette fois, c'en est trop. Pour la première fois de sa vie, Élisabeth laisse échapper un juron et décide qu'elle ne se sacrifiera pas une seconde de plus pour ce royaume. Elle frappe alors violemment le mur pour évacuer sa frustration, puis remercie Michel de lui avoir ouvert les yeux, car elle réalise enfin à quel point elle a été naïve. Grâce à la puissance de sa magie, elle aurait pu s'évader de cette prison à n'importe quel moment. Elle annonce donc à Michel qu'il est enfin temps de quitter ce maudit royaume. Dans ce monde, tous les êtres vivants possèdent du mana. Une poignée d'entre eux sont capables de contrôler cette énergie afin d'invoquer des objets appelés artefacts divins. Ces artefacts peuvent prendre n'importe quelle forme, qu'il s'agisse d'une épée, d'une lance ou de tout autre objet. Dans le cas d'Élisabeth, son artefact divin se manifeste sous la forme de 7 grimoires. L'un de ces grimoires lui permet d'enregistrer puis de reproduire n'importe quel type de magie. Lorsque vient le moment de partir, elle crée un clone de glace à son image afin que son évasion ne soit pas découverte immédiatement. Elle se rend ensuite au domaine du vicomte Lucas, situé dans l'empire voisin. Lucas se remémore ce qui s'est passé lors du banquet et demeure encore profondément choqué par la stupidité du prince. Selon lui, même un parfait imbécile aurait dû comprendre qu'Élisabeth était la principale responsable de la plupart des réussites du royaume au cours des dernières années. Il regrette sincèrement de ne pas avoir une personne aussi compétente à ses côtés. Et comme si le destin avait entendu ses pensées, Élisabeth se présente soudainement devant lui. Surpris de la voir, Lucas lui demande ce qu'elle fait ici. Élisabeth lui explique qu'elle en a assez d'être exploitée par le royaume
et qu'elle souhaite obtenir l'asile au sein de l'Empire. Lucas comprend immédiatement qu'une telle occasion ne se présente qu'une fois dans une vie. Il accepte donc de l'accueillir dans l'Empire, mais lui demande quels sont ses projets. Élisabeth lui répond qu'elle compte. Élisabeth n'avait absolument pas l'intention d'affronter le royaume de front. Puisque l'Empire et le royaume étaient des ennemis potentiels, elle comptait bien tirer profit de l'Empire, mais elle n'avait aucune intention de le traiter comme un simple outil. Elle détruirait le royaume tout en faisant profiter l'Empire des résultats obtenus. Ce serait une relation fondée sur le donnant-donnant. Grâce à l'emblème du vicomte Lucas, la voiture put franchir les portes sans que personne ne sache qu'Élisabeth se trouvait à l'intérieur. Lucas prévoyait de la conduire dans son domaine, situé à la frontière du royaume. Ensuite, il comptait la garder sous surveillance pendant quelque temps. Élisabeth le félicita pour sa réactivité. S'il avait attendu plus longtemps, même Lucas aurait eu du mal à quitter le royaume. Il lui demanda si cela avait un rapport avec son artefact divin en montrant son grimoire. Elle lui expliqua que celui-ci possédait la capacité d'enregistrer tous les livres qu'elle touchait, ainsi que toutes les informations qu'elle voyait ou entendait. Sachant qu'elle était profondément impliquée dans la politique du royaume, Lucas lui demanda si elle possédait des secrets militaires ou des documents historiques. Élisabeth se doutait que sa disparition avait plongé le château dans le chaos et n'avait aucun problème à partager ces informations avec Lucas. Après tout, elle était désormais une réfugiée. En réalité, il n'existe pas de grimoire de la sagesse. Le véritable artefact divin d'Élisabeth est constitué des 7 grimoires. Elle leur avait menti en ne révélant qu'une partie des pouvoirs de l'un d'eux, le grimoire Lucifer, et son père ainsi que le roi l'avaient cru. Elle promit de récompenser Lucas pour sa gentillesse par une immense fortune, si importante que la récompense qu'il aurait obtenue en la livrant aux autorités paraîtrait dérisoire en comparaison. Dans le comté de Vai, à Lebrick, Élisabeth annonça à Lucas qu'elle souhaitait y créer une entreprise et lui demanda également 100 pièces d'or pour démarrer. Elle lui présenta un contrat magique stipulant qu'elle lui rembourserait le double de la somme empruntée dans un délai d'1 an. Si elle échouait, elle serait vendue comme esclave et Lucas obtiendrait tous les droits de propriété sur elle. À première vue, cela semblait complètement insensé, mais Élisabeth était persuadée que, dans 1 an, Lucas verrait une véritable montagne de pièces d'or posée sur sa table. Le bâtiment qu'elle choisit pour lancer son entreprise paraissait complètement délabré. Même Mireille ne put s'empêcher de s'en inquiéter. Mireille estimait que cette demeure n'était pas digne de sa maîtresse. Lorsque Élisabeth lui demanda d'abandonner les formalités, Mireille essaya d'ouvrir la porte, mais celle-ci tomba immédiatement de ses gonds. Elles allaient devoir commencer par tout nettoyer, car cet endroit deviendrait désormais leur forteresse. Quelques jours plus tard, les lieux étaient enfin prêts, et Élisabeth baptisa son entreprise Traitor Commercial Firm. Mireille revint ensuite de la ville et lui annonça qu'elle avait réussi à identifier la quasi-totalité des nobles les plus influents. Comme elle ne disposait ni du matériel ni de la main-d'œuvre nécessaire pour fabriquer des cosmétiques destinés à la noblesse, Élisabeth décida de commencer par vendre du savon. Après l'avoir examiné, Mireille constata que ce savon était d'une qualité supérieure à celui utilisé dans l'Empire. Bien entendu, ce n'était qu'une première étape pour développer leur entreprise. Élisabeth demanda ensuite à sa servante de l'aider à contacter plusieurs personnes. En entrant dans l'église de Libris, elle expliqua au prêtre qu'elle souhaitait adresser une prière pour le succès de sa nouvelle entreprise. À cet instant, 2 petits garçons arrivèrent en courant et annoncèrent au prêtre qu'ils avaient regagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Ils repartirent aussitôt afin qu'il puisse reprendre sa conversation avec Élisabeth. Le prêtre dirigeait un orphelinat situé dans le bâtiment voisin. Cependant, il lui était devenu très difficile d'en assurer le fonctionnement. Il pensait que les enfants s'en étaient rendus compte, raison pour laquelle ils avaient commencé à arracher les mauvaises herbes en ville et dans les casernes afin d'apporter leur propre contribution. Il se disait honteux de ne pas pouvoir faire davantage, mais Élisabeth le rassura en lui expliquant que les enfants appréciaient sincèrement tous les efforts qu'il faisait pour eux. Elle lui remit ensuite plusieurs pièces d'or. En tant que commerçante, elle considérait les futurs clients comme sa ressource la plus précieuse, et ses enfants deviendraient un jour ses clients. Soutenir le clergé qui les élevait était donc tout simplement dans l'intérêt de son entreprise. Le soir même, Mireille revint avec son rapport. Elle avait réussi à distribuer des échantillons de savon aux servantes travaillant dans les demeures des nobles. Le lancement des ventes étant prévu pour le lendemain, Élisabeth décida de limiter volontairement les quantités vendues et de sélectionner soigneusement ses clients,
le savon serait vendu à un prix légèrement supérieur à celui de la concurrence. Son principal objectif était de faire de Tretor une marque reconnue et de renforcer ses relations avec les familles les plus puissantes. C'était le début de leur vengeance. Après 3 mois de vente de savon, les affaires prospéraient régulièrement. Les commandes de leurs toniques, de leurs lotions pour la peau et de leurs shampoings augmentaient sans cesse. Chaque nouveau client faisait l'objet d'une vérification approfondie et, si aucun problème n'était détecté, Élisabeth remit ensuite de l'argent à Mireille afin qu'elle le fasse don, comme à son habitude, aux prêtres de Libras ainsi qu'à d'autres œuvres de bienfaisance. Après cela, elles sortirent manger ensemble. Au cours du repas, Élisabeth demanda à Mireille de continuer à surveiller leurs concurrents et de veiller à ce que la formule du savon ne soit jamais divulguée. C'était actuellement l'atout le plus précieux de leur entreprise, et la formule était soigneusement conservée dans le coffre-fort de la société. Au même moment, un homme assis derrière elle écoutait discrètement leur conversation. Le directeur de l'une de leurs entreprises concurrentes était au bord de la crise de nerfs, car Tretor Commercial Firm lui faisait perdre de plus en plus de clients chaque mois. Même si cette société était encore de petite taille, il savait qu'elle sélectionnait soigneusement sa clientèle. À cause de cela, son entreprise se retrouvait avec tous les clients les plus difficiles, qui ne cessaient de réclamer du savon Tretor. Élisabeth avait volontairement constitué une clientèle composée de personnalités influentes de la haute société, dont les recommandations avaient un poids considérable. S'attaquer à Tretor Commercial Firm risquait donc de se mettre à dos les familles les plus puissantes. L'homme qui les avait espionnés plus tôt, Grants, entra dans le bureau du directeur et lui annonça qu'il détenait des informations importantes sur Tretor. Lorsqu'il apprit où était conservée la formule du savon, le directeur esquissa un sourire. Il venait de trouver une occasion idéale. Il pourrait prétendre avoir obtenu le savon Tretor par un réseau parallèle. Il pourrait même le revendre plusieurs fois plus cher que son prix officiel. Le directeur récompensa Grants pour ses renseignements et lui demanda ensuite de prendre un congé. Quelques jours plus tard, Mireille reçut un rapport régulier en provenance de la capitale du royaume. D'après celui-ci, Sylvia s'était officiellement fiancée à Free. Quant à Élisabeth, elle était désormais recherchée. Elle comprit immédiatement que tout cela était l'œuvre de son père. Il avait même pris l'initiative d'aggraver les accusations portées contre elle. Cela ne l'étonnait absolument pas. Pour le duc Liston, le royaume et la famille royale passaient avant tout. Tant que sa fille demeurait en fuite, il considérait qu'il s'agissait d'un faible prix à payer pour préserver l'honneur du prince héritier. Même si la colère bouillonnait en elle, Élisabeth savait qu'elle ne devait pas se laisser distraire. Sa vengeance contre le royaume avait déjà commencé. Le moment venu, elle les consumerait de sa rage jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'eux, pas même leurs cendres. Soudain, Art Hildegardi, membre du département juridique de la Guilde des marchands, fit irruption dans les locaux avec ses collègues. Chargée d'enquêter sur les crimes commis par les entreprises affiliées à la Guilde, elle était venue arrêter Élisabeth. Selon plusieurs accusations, son entreprise vendait un savon contenant des substances toxiques. Art expliqua que plusieurs consommateurs avaient signalé de graves plaies et brûlures après avoir utilisé ce savon. Au siège de la Guilde, Élisabeth présenta un rapport démontrant que son savon ne contenait aucune substance toxique ni dangereuse. De plus, son entreprise n'avait jamais vendu de savon aux prétendues victimes et n'avait reçu aucune plainte de ce genre. En examinant le savon incriminé, Élisabeth constata qu'il ressemblait effectivement au sien par sa couleur et son apparence, mais que sa fabrication était grossière. Elle soupçonna immédiatement que quelqu'un avait volé leur formule avant d'essayer de la reproduire. La formule du savon de Tretor Commercial Firm était la ressource la plus précieuse de l'entreprise, mais la recette avait été divisée en 2 parties. L'une était conservée dans le coffre-fort de la société, tandis que l'autre ne quittait jamais Élisabeth. En utilisant uniquement la partie conservée dans le coffre, il était inévitable d'obtenir un produit toxique. Élisabeth demanda alors à Art d'interroger les victimes afin de découvrir où elles s'étaient procuré ce savon. Comprenant que Tretor Commercial Firm était en réalité la victime de cette affaire, Art lui présenta ses excuses pour les désagréments causés. Peu après, elle alla confronter le directeur Gazaru Jackman au sujet de la vente de savons toxiques ainsi que du cambriolage des locaux de Tretor. De retour au siège de la Guilde, Élisabeth exigea de Gazaru une indemnisation pour les dommages causés à la réputation de son entreprise. Gazaru reconnut les faits, mais refusa catégoriquement de l'indemniser,
affirmant que la guilde ne disposait d'aucun pouvoir pour l'y contraindre. Selon lui, son seul recours consistait à faire intervenir un juge de l'église de Libra, mais il doutait qu'un représentant de l'église accepte de prendre au sérieux la plainte d'une simple fillette. À sa grande surprise, le père Louis, de l'église de Libra, était déjà présent. Au nom de Dieu, il ordonna alors à Gazaru d'expier ses fautes envers Élisabeth. En guise de compensation, Élisabeth exigea la totalité des droits de gestion de la société Gazaru commerciale, tous les biens personnels de Gazaru, ainsi que l'ensemble des équipements, des matériaux et du personnel de son entreprise. Malheureusement pour le directeur Gazaru, sa fortune s'arrêtait là, car c'est ainsi que se termine cet épisode.